Bonjour à tous et bienvenue dans cette session où on va essayer de voir en quoi le SQL aujourd'hui est à la mode. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Aurélien. Je suis Head of Data pour l'agence de Sphère Lille. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment Twitter et LinkedIn. Attention, sur Twitter, c'est Snorks avec un 0 et pas un O. Vous ne me trouverez pas, sinon vous trouverez d'autres personnes. Alors, pourquoi faire ce talk aujourd'hui, en 2022, ce talk SQL, SQL, je pense que tout le monde pratique SQL, levez la main. Ok, qui pratique du SQL dans la data? Enfin, dans le big data? Un peu moins. L'idée de ce sujet, en fait, c'était de montrer un petit peu les différentes évolutions en fait, des plateformes data depuis les 10 dernières années. Donc, depuis 10 ans, on parle de big data, on a des cloud providers, on a pas mal en fait, de changements. Et l'idée, c'était de voir un petit peu les modifications justement qui sont apportées par les solutions technologiques, mais aussi sur les métiers et en quoi le SQL va répondre à pas mal de nos problématiques. Aujourd'hui, si vous travaillez dans des équipes data, vous avez 3 grands rôles. Le premier, c'est le data engineer. Le data engineer, son rôle, son but, c'est de prendre de la donnée de système opérationnel, typiquement tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est gestion des stocks, etc., et de les mettre à disposition en fait, des autres métiers, mais d'une manière en fait, pérenne, avec un volume de données qui va être très important. Et donc on dit qu'il va alimenter un data warehouse, et je reviendrai sur ce sujet après. Le data analyst, son rôle, c'est de faire parler la donnée. Il murmure à l'oreille de la donnée, il essaie de la comprendre et d'en sortir une valeur business. Et donc, c'est vraiment lui qui va trouver la valeur donnée par le data engineer. Et enfin, il y a le data scientist, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle, c'est les magiciens en fait, des équipes. C'est eux qui, à partir de données historiques, vont arriver à prédire le futur. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans toutes les équipes data. Et ces équipes data, elles vont être amenées à évoluer en fait, sur des architectures qui sont plutôt standards aujourd'hui. Et une architecture plutôt standard aujourd'hui, c'est celle-ci. On va partir de sources, je vous l'ai dit, et on va mettre tout ça dans un data lake. Le data lake, ça va être un point central dans lequel je vais juste copier-coller les sources, les données des sources, sans aucune transformation. Quand c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire, on va appliquer en plus une brique d'ETL qui va permettre justement la transformation, l'agrégation de plusieurs types de données pour alimenter un data warehouse. Le data warehouse, c'est lui qui va porter la valeur de la donnée, c'est celui qui sera utilisé par les deux autres populations, le data scientist et le data analyst. Pardon. Et à partir de ça, eux vont pouvoir sortir des besoins, des usages à partir des données historiques. On est entre Tecos, je pense. Qui est Tecos? J'aurais dû dire l'inverse. Et vous vous demandez ce qui se cache en fait derrière chacune de ces boîtes. Et je vais vous répondre. En 2012, il y a 10 ans, l'écosystème Big Data, data au sens large, c'était ça. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de produits, 135 exactement, je les ai comptés unitairement pour être sûr. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'écosystème en fait? On parle de différents produits, enfin, j'espère qu'en 10 ans, ça a pas mal évolué. Et effectivement, on est passé à quelque chose comme ça, on est quasiment à 1000 produits, 975 si je me rappelle bien, et on adresse des besoins qui sont complètement différents. Qu'est-ce qu'on a comme différence en 10 ans? Quelles sont les évolutions, quels sont les apports en fait, des communautés sur ces produits? Selon moi, il y a 3 grandes choses technologiques qui sont apparues. D'abord, on a commencé à parler des cloud providers. Amazon, Microsoft, Google sont arrivés et ils proposent de plus en plus de solutions avec un coût de stockage très faible et des solutions de processing très performantes. Ça, c'est le premier game changer. Le deuxième effet qui se coule, c'est que grâce à ça, on va être aussi en capacité d'utiliser de nouvelles solutions qui vont nous permettre de faire de l'ingestion complètement managée. Des solutions d'ingestion qui sont en libre service, qui vont vous permettre justement de faire la première étape en fait, de votre traitement. Et donc tout ça, j'ai 4 plugins d'outils, ça fonctionne. C'est notamment ce qu'on retrouve avec Fivetran ou avec Stitch. Le troisième apport technologique se trouve au niveau des outils BI, où vous allez retrouver en fait un support SQL de plus en plus prononcé. Et donc vous allez pouvoir construire des dashboards directement avec le langage SQL. C'est notamment ce qu'on retrouve dans Looker, dans Mode ou dans Periscope. Le dernier point que vous ne voyez pas ici, désolé, c'est la volonté en fait, des entreprises à proposer de plus en plus de solutions de prédiction, de personnalisation, que ce soit pour leurs clients ou pour leurs employés. Donc nous, en tant que Tecos, on va avoir ces 2 solutions en fait, à portée de main. Tout ça, ça va avoir des impacts hyper importants en fait, sur la suite. On voit que les métiers, les technologies vont évoluer. Comment ça va évoluer tout ça? Tout d'abord, d'un point de vue technologique.
Aujourd'hui, on ne va plus parler de data platform. L'architecture que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est un petit peu obsolète. Maintenant, on va parler de modern data platform. Cette moderne data platform, elle sera accessible par les grosses entreprises, mais aussi par les petites entreprises. C'est beaucoup plus simple, ce ne sont que des outils intégrés. Donc j'ai toujours mes sources, j'ai des solutions d'ingestion qui vont être complètement managées, je vous l'ai dit, avec 5 Stitch. Et derrière, je vais pouvoir reposer le calcul, le besoin en fait de transformation sur mon data warehouse. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que je vais faire mes transformations et tout ça, je vais pouvoir l'exprimer en SQL. Si j'ai besoin d'avoir des outils beaucoup plus complexes pour la transformation, je vais avoir des choses comme DBT ou Matillion. Et enfin, les outils de DataVis, j'en parlais tout à l'heure, avec Looker et Tableau, ou entre autres, qui vont permettre justement ce support SQL. C'est bien beau en fait de modifier les architectures, de modifier les outils, mais souvent en fait, ce qui compte, c'est l'humain qui est derrière. Et nos trois personas de tout à l'heure vont être obligés d'évoluer en même temps que la technologie. Tout d'abord, le data analyst. Souvent, il est vu comme quelqu'un qui maîtrise pas mal Excel en fait. Et donc il a peu de connaissances techniques. Pourtant, avec ces nouvelles architectures, on va lui demander en fait d'être en maîtrise totale du langage SQL. Alors, ce n'est pas forcément le langage le plus complet, mais en tout cas, il n'a pas forcément la connaissance de base pour maîtriser ça. On va aussi lui demander d'être en responsabilité de choses qui sont plus souvent liées à l'ingénierie logicielle. On va lui demander d'être à l'aise avec Git, avec GitHub, avec GitLab. Et on va aussi lui demander de temps en temps d'être responsable de construire ou en tout cas de maintenir des pipelines de type ETL, donc les pipelines qui vont faire les transformations. Le data engineer aussi va être obligé de se réinventer. Aujourd'hui, on lui demande d'intégrer la donnée et de la mettre à disposition et d'être le référent en fait, de cette donnée, qu'elle soit disponible au bon moment, qu'elle soit de qualité, et tout ça avec des performances optimales. Aujourd'hui, avec les modernes data platforms, son rôle consiste, entre guillemets, uniquement à plugger des outils au bon endroit, au bon moment, pour que les utilisateurs finaux puissent travailler en fait, avec les données. Enfin, le data scientist, qui est normalement de formation plutôt universitaire, se voit apposer de nouvelles contraintes. On va lui demander en fait, d'être responsable aussi de l'infrastructure de l'industrialisation de ces modèles. C'est le mouvement MLOps. C'est un mouvement où on va demander aux data scientists de mettre à disposition leurs modèles, mais aussi de s'assurer de la qualité de ceux-ci et aussi de la donnée qui est utilisée par ceux-ci. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau des métiers. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas normal. Je ne sais pas si vous le sentez, mais aujourd'hui, on va demander à des populations qui ne sont pas du tout techniques, qui n'ont pas le bagage technologique pour ça, d'être en maîtrise en fait, de solutions de type code, SQL, du Python, aussi de l'intégration continue. Et un data analyst, un data scientist n'ont pas forcément l'envie, la volonté en fait, de monter sur ces sujets. À l'inverse, on va demander à un data engineer, qui lui est très technique, qui a connaissance des bonnes pratiques, la CI/CD, le testing, etc. Et on va lui demander en fait d'être aussi le point d'entrée des utilisateurs business. Et lui, il n'est pas équipé en fait pour faire ça. Il n'a pas l'acculturation de la donnée. Son métier de base, c'est de ramener de la donnée, de la mettre à disposition. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme il y a quelque chose qui ne va pas, on commence à réfléchir, on se dit, quand ça ne va pas, on fait quoi? Est-ce qu'on laisse comme ça et on attend de voir comment ça évolue, ou est-ce qu'on va changer les choses? Et en fait, on va changer les choses. Il y a un groupe de travail qui a réfléchi justement au problème, et ils ont défini en 2018 qu'il manquait un rôle dans nos organisations. Et c'est le moment en fait, d'accueillir l'analytics engineer. L'analytics engineer, il a quatre grands, d'après le groupe en tout cas, il a quatre grandes choses à répondre. Tout d'abord, il doit être en capacité de de maîtriser en fait les transformations via les ETL ou les ELT et d'assurer en fait des systèmes performants et maintenables dans le temps. Cet analytics engineer va être aussi directement le point de contact des data analysts et des data scientists. Et il sera du coup leur relais technique. On a vu qu'il devait être en maîtrise de Git, qu'il devait être maîtrise de la CI par exemple. C'est lui qui va leur faciliter la vie, qui va leur apprendre en fait comment utiliser ces solutions. Il va aussi leur proposer un ensemble de boîtes à outils, notamment des SDK Python par exemple, pour leur faciliter le quotidien et qu'ils n'aient pas en fait à connaître exactement le langage pour pouvoir développer ce qu'ils ont à développer. Et le dernier point sur lequel il va intervenir, c'est sur le challenge de l'infra avec le data engineer. Il va co-construire, il va faire évoluer l'infrastructure data avec les bonnes solutions au bon moment. Pour résumer, l'analytics engineer, désolé, il manque un petit bout, c'est une fusion d'un data analyst et d'un data engineer. Son but, ça va être de ramener la donnée, la documenter, la tester, déployer les pipelines. Donc il a vraiment cette casquette un petit peu touche à tout. Alors, il n'est pas pertinent partout, il ne fera pas un aussi bon taf qu'un data engineer, il ne fera pas un aussi bon taf qu'un data analyst, mais en tout cas, il est capable d'être pertinent partout.
Ce qu'il fera aussi, c'est qu'il va être le point de contact des utilisateurs business et il va les former justement à l'acculturation de la donnée et aussi aux outils de data visualisation. Les grands challenges qui l'attendent aujourd'hui, ils sont là. La première chose, c'est que comme on va utiliser des solutions managées, il va y avoir en fait une migration de l'architecture historique vers la moderne data platform. Donc on va passer de l'ETL à l'ELT. Donc on va vouloir faire les transformations à la volée quand on a le besoin seulement. Donc on va tout stocker dans notre data warehouse et on fera les transformations que quand c'est utile. Le deuxième challenge se trouve autour de la modélisation des données. Aujourd'hui, quand on va vouloir modéliser des données, il y a deux grandes familles de patterns. Le premier, c'est je fais du code custom maison, j'orchestre ça avec Airflow. Petite parenthèse, si Airflow, si ça vous intéresse, Jonathan fait un sujet en début d'après-midi, je vous invite à le voir. Et c'est bien, ça marche bien. Par contre, c'est une solution qui est relativement chère, qui est longue à mettre en place, qui est compliquée à maintenir, et où le déploiement en fait, de ce qu'on veut faire demande aussi beaucoup de temps. On peut utiliser des solutions graphiques, c'est rassurant, c'est plus grand public. Par contre, la courbe d'apprentissage, c'est pareil, elle est assez longue, ça reste assez cher. Et là, tout ce qui est bonne pratique de développement, le testing, la CI/CD, le multi-environnement, on peut s'asseoir dessus. Le dernier challenge, ça va être autour de la démocratisation de la donnée. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous un peu familiers avec ce sujet. L'idée, c'est dans les entreprises, de pouvoir accéder à toutes les données, en tout cas les données auxquelles j'ai accès, et même d'avoir des données qui sont open sur le monde, et donc de donner comme ça accès au plus grand nombre. Et donc pour ça, notre Analytics Engineer, il va être obligé de rassurer en fait un petit peu, parce qu'aujourd'hui, les systèmes data, ils sont opaques, chers, assez fragiles, et donc il y a une grosse défiance vis-à-vis de la qualité de la donnée aujourd'hui. Donc il doit faire un vrai travail il doit vraiment rassurer en fait les populations métiers derrière. Pour ça, on va pouvoir se reposer, en tout cas notre Analytics Engineer, sur un outil qui s'appelle DBT. DBT, c'est une solution qui va permettre de travailler directement sur votre warehouse et de proposer des jeux de données de qualité raffinés pour justement tous les besoins qu'on aura derrière. Donc pour la construction de data viz, pour la construction de modèles ML ou pour tout autre besoin en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de DBT? Du coup, on va faire une petite démo, en espérant que l'adaptateur ne me lâche pas. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Super. Alors DBT, c'est une solution, ici c'est DBT Cloud, donc c'est une solution web dans mon navigateur, vous voyez, j'ai juste une URL cloud.getdbt.com. Alors désolé, ça satille peut-être un petit peu. On a ici un premier panneau à gauche avec l'ensemble des fichiers qui vont nous permettre d'exécuter notre code. Au milieu, là où je vais exécuter, où je vais écrire mon code, et à droite, le résultat en fait de ce que je vais exécuter. Donc de base, je suis sur une branche main, vous voyez tout en haut à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de branche, je vais prendre une première branche. Et vous voyez, tout de suite, je suis en intégration directement en fait, avec GitHub. Et donc, j'ai configuré en fait, mon DBT Cloud pour interagir avec GitHub. Et donc, je récupère des branches, je vais pouvoir créer des pull requests. Si je fais des modifications, je vais pouvoir créer des commits. Tout ça directement dans l'interface. Avec DBT, on va créer des fichiers SQL. Donc là, j'ai récupéré un fichier SQL qui va récupérer en fait, différentes informations sur les utilisateurs de Stack Overflow. Donc, c'est une requête SQL qui est assez lourde. Je ne rentrerai pas dans le détail de SQL, si c'était ce que vous étiez venu chercher, désolé. En tout cas, voilà, j'ai une requête assez lourde, et ce que je vais pouvoir faire, c'est, par exemple, faire un preview sur cette requête. Cette requête, en fait, elle repose sur des jeux de données qui sont sur BigQuery. Vous connaissez mon appétence sur BigQuery, peut-être, et ce que j'ai voulu faire, du coup, c'est connecter DBT directement à BigQuery. C'est ce qu'on a ici, de matérialiser. Donc, dans BigQuery, vous allez retrouver, alors je vais essayer de vous montrer comme je n'ai pas la partie en bas, vous allez retrouver tout ce qui est fait directement par DBT. Donc là, dans l'historique du projet, on voit qu'il est en train d'exécuter quelque chose et c'est vraiment ce que DBT est en train de faire. Donc DBT, c'est juste un exécuteur. Il va juste dire, à BigQuery, fais ce traitement-là, il récupérera le résultat. Il ne fait pas de traitement lui-même. Je reviens sur DBT. J'ai fait ma preview, j'ai le résultat directement en graphique, c'est plutôt cool. Seulement, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus avancé, quelque chose de plus modulaire. Enfin, on veut faciliter en fait, le travail de nos utilisateurs et donc juste avoir une interface pour exécuter des requêtes, il y a des solutions qui font ça déjà depuis des années. Donc, je vais changer de branche et je vais prendre quelque chose d'un peu plus avancé. Et on va commencer à travailler la modularité justement de notre requête. Donc, on va essayer de prendre ce gros monolithe, le découper en quelque chose de plus utilisable au quotidien. Pour les plus attentifs, vous pouvez voir qu'en changeant de branche, j'ai dans la partie modèle 2 nouveaux répertoires qui ont été créés, Marts et Staging. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est prendre ici les différentes clauses with
Et pour chacune de ces clauses with, je vois qu'il y a un traitement spécifique qui est fait. Ici, je récupère dans mes users ceux qui ont été les derniers users. Voilà. Donc ça, je veux le faire une fois. Derrière, je veux récupérer les différents badges, etc. Et donc ça, je vais pouvoir le découper très facilement finalement. C'était déjà fait même avec la clause with. Et donc, dans staging, j'ai créé différents fichiers SQL qui font exactement les mêmes choses. Donc là, ici, par exemple, je prends mon SQL et c'est exactement le bout de SQL que j'avais tout à l'heure. J'interagis toujours avec BigQuery, je récupère toujours les mêmes informations. Je fais la même chose, par exemple, pour récupérer les différentes questions depuis 2022, donc j'ai limité le scope de données. Et on voit que je commence à travailler la modularité. Derrière, comment je vais travailler avec ces petits bouts? En fait, pour travailler avec ces petits bouts, assez facilement, je vais pouvoir les réutiliser directement dans ma requête. Pour faire quelque chose de propre, je ne vais pas réutiliser cette first request en fait. J'ai commencé à travailler aussi mon Mart. Donc Mart, c'est vraiment ce qui va exposer de la valeur. Et donc dans mon Mart, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux fonctions SQL. Et la fonction principale, ce sera la fonction de dimension. Donc j'ai envie de connaître vraiment le résultat en fait de ma requête. Et très facilement, hop, je vais essayer de zoomer en même temps, je réutilise ici la référence en fait vers mon fichier que j'ai défini juste avant. Donc là, en fait, quand je vais faire une requête, je vais faire un select étoile sur le résultat de ce qui a été fait dans mon fichier juste avant, de mon modèle. C'est pas très lisible comme ça. Hein, vous ne savez pas forcément ce qui se cache derrière le FCT post, par exemple. Et vous vous posez peut-être la question. Et pour ça, on peut utiliser la fonction de compilation en fait, de DBT. DBT va regarder tous les modèles qui sont utilisés dans ce modèle-ci, les récupérer et reconstruire en fait, le SQL qui sera exécuté. Et donc ici, il a été rechercher les différentes informations dans les modèles. Et donc ici, par exemple, stg user, c'est une vue qui sera créée. Et cette vue, je vais pouvoir interagir avec elle. Si je regarde, pardon, c'est de l'autre côté. Si je regarde ici dans DBT, dans BigQuery, j'ai bien une vue, par exemple, badge. Il faut diminuer un petit peu ça. Donc j'ai vraiment la vue que j'avais tout à l'heure. Une fois que j'ai cette vue, je vais pouvoir interagir avec. Et ce que va faire DBT, c'est juste orchestrer les traitements. Donc quand j'exécute DBT run, quand j'exécute, DBT va regarder tous les modèles qui sont utilisés pour le modèle final, recréer ce qu'il a recréé. Donc ici, par exemple, il a recréé, bon, first request, je ne l'ai pas supprimé, mais il a recréé les badges. Si je regarde dans les détails, hop, ici, on voit que c'est la vue que j'avais créée tout à l'heure. Et si je retourne dans GCP sur BigQuery, il aura fait un refresh en fait des différentes vues que j'ai créées. Donc là, hop, DBT. Dans les détails, on voit que c'est fait aujourd'hui et maintenant. Donc ça, c'est le rôle de DBT. Et derrière, il va recréer les différentes vues et les différentes tables. Vous voyez que les créations de vues, alors vous voyez peut-être pas, je vais essayer de tricher un petit peu, voilà. Vous voyez que les différentes étapes en fait prennent plus ou moins de temps. Ça a été très vite en fait pour les premières et on voit que le dim user, ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi ça prend beaucoup plus de temps? Parce qu'en fait, on a la possibilité de matérialiser différemment certains éléments en fait dans DBT. Et donc, dans la configuration de votre projet, c'est du YAML, donc c'est plutôt simple aussi d'accès pour notre Analytics Engineer et pour les autres populations data. On va pouvoir dire que tout ce qui est en lien avec le DFS 2022 pour DBT, ce qui se trouvera dans le package staging, ce sera matérialisé comme une vue. Ce qui se trouvera dans le package Mart, ce sera une table. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est plus long, c'est parce qu'en fait, il matérialise une table. Donc il va vraiment faire la requête, il va écrire les données dans BigQuery. Et là, si je regarde le résultat, tout s'est bien passé. On va pouvoir aller plus loin dans la modélisation en fait, de nos modèles. Et on va pouvoir aussi... Pardon, il est où? Ici. On va pouvoir du coup faire des choses un peu plus avancées. Là, ici, je vous le montre, on va pouvoir construire le lineage en fait, de nos données. Le lineage, c'est dire, bah voilà, le point final, c'est ça, et par où la donnée est passée en fait, dans le différent cycle de transformation. Moi, ce que je veux à la fin, c'est utiliser ma table dim_user_stat. Et comment j'ai fait pour faire ça? J'ai utilisé une vue qui s'appelle FCT_post, puis une table de staging qui s'appelle post_answers, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'en plus, ici, j'ai un point, vous voyez, ça fait une petite image de base de données. Ce que j'ai fait entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est que j'ai modifié mes modèles de type staging, et j'ai dit qu'à partir de maintenant, c'était des sources, et donc j'enlève la référence directe à BigQuery. J'ai juste dit, dans les sources, tu vas retrouver ce qui est Stack Overflow, badges. Comment on matérialise ça dans DBT? Encore une fois, avec un fichier YAML. Dans un fichier YAML, je définis ici une certaine source, Stack Overflow, et derrière, c'est cette configuration qui va porter les informations de configuration. Et donc, si demain,
Je veux utiliser un autre projet, ben, je modifie juste ici, et ce sera impacté par l'ensemble des tables qui vont être ici utilisées derrière. Je n'aurai pas besoin de modifier chacun des modèles. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le temps. En plus, je vais pouvoir committer ça, je vais pouvoir faire des reviews de ça, et du coup, je vais pouvoir m'assurer en fait que dans le temps, tout est bien documenté. Je vais pouvoir faire des choses aussi un peu plus avancées dans ma requête. Tout à l'heure, on l'a vu, la requête était assez lourde. En fait, il y avait des max, il y avait des counts, et en fait, il y avait des répétitions entre les différentes étapes. Plutôt que faire des répétitions, en tant que bon ingénieur, nous, ce qu'on veut, c'est rendre du code réutilisable et donc des choses communes, en fait. On va pouvoir faire ça avec DBT aussi, directement en utilisant des macros. Et donc ici, on va avoir un petit package macro dans lequel je vais pouvoir créer des fichiers SQL. Comment on définit une macro? Ben, c'est du Jinja, donc c'est un template Python. Et dedans, je vais dire, ben, tu définis une macro ici, qui s'appelle countPostIf, et qui va faire cette requête-là. Donc ici, je passe un paramètre de type, et donc je vais pouvoir faire un filtre en fait sur le type que je passe. Derrière, je réutilise ça directement dans ma requête, ici, et en passant soit question, soit answers. J'ai fait la même chose par exemple pour les posts, les derniers updates de posts ou de questions, et ça rend mon code beaucoup plus lisible dans le temps. Ça fait exactement la même chose. Si je compile mon code, il va aller chercher aussi bien les références aux différents modèles, mais aussi aux différentes macros. Et là, il a remplacé, alors c'est pas très lisible, c'est pas aussi joli que quand on l'écrit nous-mêmes, mais il a remplacé ce qu'il avait remplacé, et ça fonctionne exactement de la même manière. Si on exécute la preview, on aura exactement le même résultat. Ce qu'on va pouvoir faire en plus, c'est ajouter du test. Et ça, en tant qu'ingénieur, je pense que tout le monde qui ajoute du test sur son code, Python, Java, autre chose, qui ajoute du test sur ses requêtes SQL. Ah, il y en a quand même 3. Et donc, avec DBT, on va pouvoir faire ça assez facilement et très, très nativement. DBT, c'est du SQL et du YAML, où je vais ajouter en fait mes tests. Sur le SQL, c'est assez compliqué, en fait, c'est pas pensé dans le langage. Par contre, dans YAML, c'est assez ouvert et du coup, je peux faire à peu près ce que je veux. Donc, j'ai créé un nouveau fichier. Non, je vais commencer par celui-ci. Non, pas celui-là, pardon. J'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle STG Stack Overflow. Donc, en fait, qui va être la configuration des différentes tables de staging, enfin, des différents modèles de staging que j'ai dans mon projet. Dans ce YAML, c'est toujours lisible? Dans ce YAML, je vais définir les différents modèles. Donc, par exemple, ici, j'ai my users. Dans ces users, j'ai différentes colonnes. Ici, j'avais envie de documenter qu'une seule des colonnes, donc j'ai mon user ID. Et je vais pouvoir ajouter comme ça un certain nombre de tests juste derrière. Donc c'est juste de la déclaration. Ce que je veux pour mon utilisateur, c'est qu'il soit unique et non nul. Donc si j'ai un utilisateur qui est redondant dans mon système, je vais avoir une erreur. Si j'ai un utilisateur avec un user ID nul, je vais avoir une erreur aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. C'est porté directement par DBT. Vous n'avez pas besoin en fait, de définir autre chose que ces deux lignes de YAML. On va pouvoir faire des choses un peu plus avancées aussi. On va pouvoir utiliser le accepted values. Le accepted values va s'assurer en fait que toutes les valeurs de la colonne ne correspondent qu'à ces valeurs ici. Donc là, j'ai défini 4 valeurs. Si j'exécute mon test et qu'il y a une 5e valeur, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, et ben ça va planter aussi. Et la dernière chose qui est portée directement par DBT, c'est la notion de relation. Et ici, on voit bien que le user ID en lien avec les badges doit faire le lien avec les users en fait. S'il n'y a pas de user associé à mon user ID de badge, il risque d'avoir un problème. Donc là, je vais créer une relation, et du coup, je fais une référence directement au modèle précédent. Et donc, encore une fois, je n'ai pas besoin en fait, de redéfinir les choses, juste par des références, en fait, DBT va le faire pour moi. Je vais pouvoir exécuter ces tests très facilement. J'ai une ligne de commande, DBT test, je clique sur Entrée, et hop, c'est magique, ça exécute tous les tests. Donc là, il va aller chercher tous les tests qui se trouvent dans mon projet, et il va les exécuter. Donc là, il en a trouvé quelques-uns, hop, c'est en train de passer. Donc il y en a 4 qui sont passés, il y en a 2 qui sont fail, il y en a encore 3 en exécution. Et quand ça fail, eh ben on a un petit... Ah mince, vous ne le voyez pas non plus. Hop, on va tricher à nouveau, pardon. Viens par là. Voilà, il y a un petit symbole pour dire il y a un problème. Quand il y a un problème, on clique, ça nous dit ça ne marche pas et on va pouvoir avoir pas mal de détails. Et en fait, comme détail, on va avoir la requête qui a été exécutée pour valider que notre test fonctionne. Ça reste du SQL en fait. Nous, on a écrit quelques YAML, mais c'est transcrit directement par DBT comme étant du SQL. Donc, ce qu'il a été cherché, c'est que dans ma table badge, toutes les valeurs de la colonne classe sont bien du type que j'avais donné. Et en fait, ça ne marche pas, il y en a un petit peu plus. On va pouvoir aussi regarder que... Hop, pardon. On va pouvoir aussi regarder des choses un peu plus avancées. Et ici, par exemple, on voit que j'ai une valeur... J'ai un test qui s'appelle assert quelque chose. Et c'est le seul en fait qui commence par assert quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la capacité avec DBT de créer nos propres tests.
Donc si on veut quelque chose de plus avancé, on va pouvoir le faire nous-mêmes. Comment on va le faire? Qui a une idée? Non? En SQL, effectivement. Donc on va créer ici un petit fichier SQL et on va lui donner ce qu'on veut comme assertion. Donc là, ici, ce que je voulais, c'est m'assurer en fait que pour chacun de mes users, j'avais bien au moins, j'avais plus de 0 ou plus de badge. Donc si j'ai une valeur négative, il y a une erreur. Et donc très facilement, ce que fait DBT derrière, c'est qu'il va utiliser ce bout de code SQL, il va l'exécuter et il va s'assurer que ça fonctionne. Donc on a deux grandes familles de tests. Les tests pensés directement par DBT, unique, not null, relationship et accepted values. Et si vous voulez quelque chose de custom, libre à vous, en fait, vous pouvez tout faire du moment que c'est exprimable en SQL. La dernière chose qu'on va pouvoir faire avec DBT qui va faciliter la démocratisation de la donnée dans notre entreprise, c'est de la documentation. Est-ce que vous documentez vos projets? Il y en a moins que les tests. Pourtant, c'est tout aussi important, si ce n'est plus. Et donc, pour documenter un projet, c'est assez simple. On va utiliser encore une fois nos fichiers YAML. Et pour quasiment chacune des étapes de notre YAML, chacune des clés de notre YAML, on va pouvoir ajouter en fait un champ de description. C'est ce que j'ai fait par exemple ici. J'ai voulu décrire les différentes sources. Donc j'ai ici les rows badges, les rows answers, etc. Derrière, comment j'utilise cette documentation? Je vais pouvoir utiliser une instruction qui s'appelle dbt-docs-generate. Donc en plus, il me propose les choses. Je clique sur Entrée. Ça lance une petite moulinette comme tout à l'heure pour les tests, comme pour le run. Donc on peut voir ce qu'il fait. Donc on voit qu'il documente nos différents modèles, il documente aussi nos tests, etc. Une fois que c'est fait, en haut à gauche, vous voyez le petit bouton qui dit « Ok, c'est cool, ta doc elle est mise à jour ». On clique dessus, ça nous ouvre une interface web qu'on peut partager. Donc si je vous partage le lien, vous avez accès à tout ça. On peut ajouter une petite page d'accueil. Donc directement, vous pouvez customiser par rapport à votre projet, c'est l'équivalent d'un README. Et derrière, on va retrouver les différents éléments qui constituent notre projet. Donc là, par exemple, j'ai une source de données qui est Stack Overflow. Si je clique dessus, je vois les différentes tables utilisées. Pour chacune des tables, j'ai les documentations. Ce que je vais avoir en plus, c'est par qui elle est utilisée. Donc là, ma source Badges, elle est utilisée par le modèle STG Badges. Donc si je clique dessus, j'ai directement la référence. J'ai pu documenter certaines de mes clés. Donc là, par exemple, j'ai documenté le user ID de Badges. Et j'ai aussi documenté la classe. La classe dans Stack Overflow, c'est un peu complexe. En gros, pour chacun de vous, chacune de vos interactions, en fait, vous avez un score et vous êtes attribué comme étant teacher, organiseur, etc. Et derrière, en fait, c'est regroupé en trois grandes familles, gold, silver et bronze. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est vraiment l'expliciter, en fait, avoir quelque chose de très correct. Et donc, j'ai voulu faire un tableau, en fait, pour expliciter. C'est quelque chose d'assez commun, finalement, dans une documentation. Comment je matérialise un tableau en YAML? Qui sait faire un tableau en YAML? Pas faisable en fait. Donc ce que propose en fait DBT, c'est d'utiliser du Markdown. Donc on a trois grandes familles de fichiers finalement, du SQL, du YAML, du Markdown. Pas besoin de grandes compétences finalement techniques. Dans ce YAML, c'est un peu comme on a fait dans ce Markdown, c'est comme on a fait tout à l'heure avec nos macros. Je vais définir une balise de type docs, un nom pour ma documentation, et derrière c'est vraiment du Markdown tel qu'on le fait n'importe où. Comment je réutilise ça derrière? Je reprends mon fichier de configuration staging. Et sur la partie classe, ici, je référence directement ma doc. Donc j'ai utilisé le mot-clé doc, comme j'utilisais ref ou comme j'utilisais source. Je donne le nom de la doc. DBT va se charger de la retrouver. La petite chose à laquelle il faut faire attention avec doc, c'est que vous voyez, c'est doc, le mot-clé entre double quote, et il faut encapsuler toute l'instruction entre simple quote. Ça peut être un problème au début parce qu'on ne fait pas ça pour ref ou pour source, par exemple. Ce qui est bien dans la doc aussi, l'effet waouh, je vous ai dit tout à l'heure, le lineage, c'est hyper important en fait pour savoir qui fait quoi, comment. Donc là, je suis sur mes badges et j'ai envie de savoir qui utilise mes badges, d'où viennent les informations, etc. DBT propose un petit bouton ici pour permettre de voir le lineage. Et donc assez facilement, je suis en capacité en fait de savoir qui fait quoi. Et ça va assez loin. On voit donc, moi j'étais sur STG Badges. Qui est la source? Quelle source j'utilise? Stack Overflow Badges. Qui consomme dim user stat? Et derrière, je vois même les tests qui sont utilisés en fait pour dim user stat. Donc j'ai vraiment la chaîne complète et je sais vraiment quand je vais toucher par exemple à STG Badges, ce que je vais impacter derrière. D'accord? Est-ce que ça va pour la démo pour l'instant? Ouais. Dernier point, c'est qu'en fait, là, tout ce que j'ai fait, je l'ai exécuté à la main. Et ce n'est pas ce qu'on veut en fait. Je vous parle de CI/CD, je vous parle d'industrialisation tout à l'heure.
Ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir créer des environnements et pouvoir déployer sur ces environnements. Donc, c'est pensé aussi dans DBT, donc dans la partie environnement. On va retrouver par défaut un environnement qui s'appelle développement, donc il y en a un par projet. C'est celui que j'utilise depuis tout à l'heure pour travailler. Et on a aussi un environnement qui s'appelle déploiement. Dans cet environnement de déploiement, je vais vous montrer, même ça va plus vite, pour créer un nouvel environnement, on lui donne un petit nom, on lui dit quel type c'est, et on pointe vers une source. On dit qu'on save, et derrière, on va pouvoir le retrouver, il existe déjà, pardon. Hop. Donc derrière, on va pouvoir créer différents jobs. Donc moi, j'ai créé en fait un job qui va exécuter ce que j'ai fait toutes les nuits à 4 heures du matin. Quand je regarde sur ce qui se passe dans mon job, donc j'arrive dans une partie de configuration de job, je vois que mon job est en erreur. Pourquoi il est en erreur ce job? Ben, j'en sais rien et du coup je vais regarder ça le matin quand j'arrive. J'ai reçu une notif par Slack et donc je peux directement me retrouver ici. Ce que fait un job en fait, c'est qu'il va commencer par faire un git clone du repo que vous aviez utilisé tout à l'heure. Derrière, il va créer une connexion à BigQuery vu que c'est ce que j'utilise, il récupère quelques dépendances. Et moi, dans ma configuration, je lui ai dit, tu fais un dbt run, donc il va recréer les vues, il va recréer les tables qu'on a vues dans BigQuery tout à l'heure. Derrière, tu fais un dbt test, et on voit que c'est sur le dbt test en fait, que ça a planté. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la génération de doc fonctionne même si les tests ne fonctionnent pas. Donc ce n'est pas bloquant en fait, le fait que les tests crashent. Et derrière, je vais retrouver toutes les informations avec les tests qui sont en erreur. Et si je veux un peu plus de billes pour débugger, je vais pouvoir passer sur la vue des bugs et je vais pouvoir vraiment trouver les différentes requêtes qui ont été exécutées et ce qui ne marche pas. Donc vraiment, DBT va apporter toutes les informations, tous les besoins que j'avais exposés juste avant la démo. Petite synthèse de DBT. DBT, dans quel cadre vous allez l'utiliser? Vous allez l'utiliser quand vous allez vouloir construire des pipelines de données. C'est vraiment ça son but, de construire de l'intégration de données, de la transformation de données. L'avantage de DBT, c'est que vous allez le faire avec une approche plutôt software engineering. Et donc vraiment, vous allez retrouver toutes les bonnes pratiques que vous utilisiez sur du développement back, sur du développement front. Donc on va parler de testing, de CI/CD, on va parler de documentation, tout est couvert par DBT. Et tout ça avec du SQL et du YAML. Donc pour ceux qui font du Kubernetes, par exemple, vous ne serez pas perdus. Ce dont je n'ai pas parlé dans la démo, c'est les deux modèles en fait, de DBT. Nous, on a utilisé DBT Cloud, c'est l'offre payante en fait, de DBT. Donc il y a un pricing associé avec un certain nombre de licences, etc. Si vous voulez l'utiliser vous-même, vous avez la possibilité en fait, de créer un compte pour vous. Ça, c'est gratuit. Avec un seul projet, ça marche bien. Ce qui se cache derrière DBT Cloud, en fait, c'est DBT Core. DBT Core, c'est open source et ça propose une CLI, une ligne de commande que vous pourrez utiliser en fait, directement sur vos machines, sur vos clusters. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de passer par l'offre payante. Donc, pour tester, ça peut être aussi sympa et vous avez toutes les fonctionnalités que j'ai pu montrer aussi dans DBT Core. En 2020, Didier Girard, notre CEO qui est ici présent aujourd'hui, publiait ses tendances technologiques pour 2021 et l'article est disponible sur LinkedIn. Dans cet article, on pouvait lire « Dans les années à venir, les plateformes de données vont se généraliser, SQL en sera le cœur ». Et aujourd'hui, en 2022, on ne peut que vérifier ce que disait Didier. Que vous utilisiez AWS, c'est pas l'Edgebot, hein. Si vous utilisez AWS, vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les solutions comme Redshift ou comme Athena ne cessent d'évoluer en fait. En termes de performance, elles rattrapent un peu leur retard. S'il y a des utilisateurs de Databricks, vous pouvez déjà utiliser Databricks SQL qui va vous proposer en fait de travailler comme un warehouse, mais sur une architecture lakehouse. Si vous n'avez juste qu'un besoin de transformation comme on l'a fait avec DBT, il y a d'autres solutions qui proposent ça aussi. Il y a notamment Dataform chez Google qui fait exactement la même chose et la démo en fait c'est celle de Dataform que j'ai répliquée. Et vous avez un autre acteur qui s'appelle Starbust qui propose lui un outil qui s'appelle Galaxy qui permet en fait d'avoir une approche multi-cloud du requêtage SQL. Donc vous allez pouvoir requêter des informations sur AWS, sur GCP, sur Azure avec une seule et même requête. Ça marche plutôt bien. Enfin, Google propose BigQuery et peut-être certains d'entre vous étaient là l'année dernière pour mon sujet BigQuery. Et BigQuery aujourd'hui va tenter en tout cas d'adresser tous les usages data avec un seul et même outil. Et donc on va pouvoir interagir avec des jeux de données qui se trouvent dans des tables, mais aussi sur des fichiers sur GCP ou sur d'autres cloud providers. On va même pouvoir construire des modèles de machine learning en SQL. Donc le SQL aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment là où vous devez mettre l'effort en fait. Si vous voulez passer côté data, vous n'avez pas de connaissances en Spark, venez faire du SQL avec nous, ça va être cool. Voilà, j'en ai fini. On va passer à l'étape de questions. Si vous avez des questions beaucoup plus avancées sur les différentes architectures et tout ça, n'hésitez pas à venir sur le stand de Sphere. Enfin, vous le reconnaîtrez, c'est notre petite mascotte. Et voilà, donc allez-y pour les questions et vous pouvez aussi scanner le QR code pour donner votre feedback.
Merci. Est-ce qu'il y a un système de licence pour DBT ou c'est de l'open source? Alors, c'est ce que je disais, de base, c'est open source. Donc, DBT Core propose un système open source. Donc, tu peux chercher sur GitHub, tu retrouveras les différentes sources. Mais tu n'as qu'une ligne de commande, en fait, pour ça. Donc, tu as toutes les fonctionnalités avec une ligne de commande. Et ensuite, tu as un système, justement, de licence avec un certain nombre de crédits, en fait, enfin, de tokens pour différents employés, différents projets. Donc, tu as de base, ce que j'ai fait, moi, c'est gratuit. Donc, tu as le droit à un projet, un utilisateur. Et si tu veux plus, en fait, ben, il faut regarder dans les pages de pricing de DBT. De rien. D'autres questions? Là-bas. Il court, il court. Merci pour la présentation. Du coup, les DBT ou Dataform aujourd'hui, ça peut utiliser que un seul data warehouse. Ça peut pas faire de mix. Alors, en fait, tu vas avoir un mécanisme de projet. Donc là, si je reprends la démo, ici, j'utilise mon Brazilian e-commerce. Donc ça, c'est un truc. Et tu vas pouvoir créer en fait différents types de projets. Et sur chacun des projets, tu vas pouvoir te connecter à une source de données. Donc, c'est pas encore pensé multi-cloud. Ça pourrait, dans le futur, c'est pas si compliqué finalement, mais dans la roadmap, c'est assez loin en fait dans la roadmap de DBT. D'accord. Et parce que je me posais la question pour le streaming. C'est pas encore, non, c'est pas encore pluggable en stream. Si tu veux faire du stream, par exemple en SQL, je te conseille de regarder un outil sur GCP qui s'appelle Dataflow, qui propose Dataflow SQL, qui est en fait une surcouche de Zeta SQL, un projet open source, qui lui va être capable, dans une requête, tu vas pouvoir interagir avec ton data warehouse et avec des données, par exemple sur PubSub ou sur Kafka. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, DBT, c'est seulement orienté cloud ou on peut connecter également des... Tu peux connecter du Postgre, tu peux connecter des bases comme ça relationnelles, ça marche aussi. Ok. Ouais. Faut juste donner, là je ne l'ai pas montré, mais quand tu crées en fait un environnement, tu vas donner en fait les credentials associés. Donc là pour BigQuery, je vais donner les droits d'un compte de service. Si tu veux faire par exemple du Postgre, il va falloir que tu lui donnes les différents accès JDBC pour qu'il puisse interagir avec ton Postgre. Ok, connecteur JDBC. Oui. Hello, tu disais aussi que tout ce qu'il fallait, c'était connaître le SQL et connaître le YAML. Il y a aussi une partie templating Jinja. Et pour avoir travaillé aussi déjà avec du templating Jinja pour générer des requêtes SQL, je me suis souvent heurté à un peu de complexité en plus. Est-ce que toi, tu as rencontré ce genre de complexité aussi? Alors oui, Jinja, c'est pas forcément simple à prendre en main. Effectivement, au début, c'est un peu compliqué, mais tu vas retrouver en fait assez vite des mécanismes. En fait, tu vas te casser les dents une fois, et après, tu as appris en fait de tes erreurs, et voilà. Mais c'est comme quand tu commences avec un nouveau langage de programmation. En fait, hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à faire du Go. Au début, il y a des choses qui paraissent très faciles pour certains, et toi, tu galères pendant 2, 3, 4 heures. Et après, tu as appris et tu vas plus vite. Là, l'idée de DBT, c'est vraiment d'être orienté pour l'analytics engineer qui a déjà un bagage technique. Souvent, c'est des gens qui maîtrisent déjà Python, qui maîtrisent aussi bien SQL, du coup, qui arrivent assez facilement en fait, à faire le mapping entre les deux. Si tu donnes ça à un data analyst, effectivement, il risque d'être perdu parce que c'est assez complexe quand même comme librairie Jinja. Enfin, ça peut être simple, ça peut être très complexe aussi. Donc non, c'est normal. Merci. Plus de questions? Merci à vous et merci aux gens qui transcrivent en direct.